Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Bartleby le Scribe, écrit par Herman Melville. C'est notre premier live sur cette œuvre. Je ne sais pas du tout combien on va lire. À vrai dire, il n'y a pas de découpe pensée par l'auteur, il n'y a pas de chapitre, etc. Donc, je vais mettre des timecodes, quand même dans la description de la vidéo et dans la barre de lecture de la vidéo sur, YouTube, mais ça va pas renvoyer à un chapitre précis ou quoi que ce soit. Ça va juste vous indiquer quand est-ce que je commence la lecture, quand est-ce que je fais une pause et quand est-ce que je reprends la lecture. Voilà, on va faire au mieux comme on n'a pas d'indication, très nette, on va dire, d'arrêt. De la même manière, ça veut dire que je vais faire des arrêts complètement arbitraires dans ma lecture. Je vais dire: «Bon, bah, là, aujourd'hui, je compte lire à peu près autant de pages, donc je vais m'arrêter à peu près à tel passage» et cetera. J'essaierai dans la mesure du possible, si je le sens en termes de sens, que ça serait bon d'arrêter à tel ou tel moment de la phrase, j'essaierai de faire ça. Je pense avoir repéré deux trois passages qui pourraient le faire avant le live, donc je pense que je ferai des découpes à peu près logiques, où il y a une ellipse temporelle ou ce genre de choses. Voilà, que ça construise quand même des parties un peu distinctes et que ce soit pas en plein milieu d'un dialogue, quoi. Sachant que cette œuvre est une toute petite œuvre. Alors, si vous connaissez Herman Melville, enfin, si vous ne connaissez pas Herman Melville plutôt, euh, c'est quand même le monsieur qui a écrit Moby Dick. Donc, a priori, c'est pas de la merde. J'avais très envie de lire Moby Dick, surtout que mon ami Mirali en avait fait l'éloge et m'en avait donné grave envie. Euh, Force est de constater que Moby Dick fait des centaines et des centaines de pages. Il est vraiment très très gros. C'est je crois, un pavé d'au moins 700-800 pages, il me semble facilement. Donc, même si je cherchais à le faire en live, je me suis dit non, on va pas faire ça. J'avais un peu mis de côté pendant une longue période d'ailleurs. Je me suis dit bon bah tant pis. Et en fait, c'était en fin d'année dernière, donc fin d'année 2024. J'ai été voir une conférence sur un tout autre sujet, enfin, je sais même plus c'était sur quoi, à vrai dire, bref. Et à un moment dans la conférence, il y a une personne qui a lu un passage de Bartleby le Scribe. Je me suis dit, tiens, c'est sympa ce truc-là. Et Bartleby le Scribe, le nom Bartleby me parlait. Je sais que j'avais déjà entendu ce nom quelque part, certainement dans des films, dans des séries ou que sais-je, ou dans mes études de littérature, j'en sais rien, mais en tout cas, ça me parlait. J'ai pas trop fait gaffe. Et en fait, il y a quelques temps, quand j'ai recherché des nouvelles lectures à faire en live, je me suis dit: «Tiens, ce truc-là, ça avait l'air sympa, c'est quoi exactement?» Je recherche et je vois que c'est par Herman Melville, le même auteur que Moby Dick, et je me dis: «Ah, bah super! Je peux faire ce que j'aime faire en plus, c'est ne pas forcément attaquer un auteur directement par son plus gros succès, son plus gros chef-d'œuvre, son œuvre la plus reconnue, mais passer par la petite porte». Donc là, Bartleby le Scribe, c'est quand même une œuvre qui a une renommée, c'est certainement pas l'œuvre la plus connue d'Herman Melville, mais ça allait très très bien pour les lives. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit livre. Je crois qu'on a 70 pages à lire. Donc j'estime normalement que ça se fera facilement en deux lives, aujourd'hui et la semaine prochaine, certainement. Donc voilà, ça nous fait une petite lecture par rapport à d'autres grosses lectures qu'on a pu faire avant. J'aime bien varier aussi les genres, varier euh, l'origine aussi de l'auteur. J'essaie de faire ça un peu parce que ça peut donner parfois des choses un peu différentes. Le genre du livre en lui-même, le format, la taille, etc. Donc là, on passe des voyages de Gulliver qui était lui aussi un beau bébé à Bartleby le Scribe qui est beaucoup plus light, beaucoup plus facile à digérer, je pense. En plus, le thème me donne beaucoup trop envie. Bouchez-vous les oreilles si vous voulez être totalement vierge pour découvrir, mais grosso modo, c'est une histoire un peu absurde et qui va explorer l'histoire a priori d'un personnage. Alors attention, là je vais énormément spoil, si vraiment vous voulez rien savoir, bouchez-vous les oreilles. A priori d'un personnage qui est dans un certain corps de métier, et du jour au lendemain on lui demande de faire des choses et il répond «Je préférerais pas».
et du coup, il les fait pas. Ça a l'air vachement intéressant. En tout cas, quand j'ai eu un extrait à la conférence, je me suis dit, ça a l'air vachement sympa. J'ai trop envie de le découvrir depuis. Et donc, ça sera chose faite aujourd'hui. Après ça, je sais déjà qu'on enchaînera certainement rapidement avec le Grand Maulne d'Alain Fournier. Comme ça, à nouveau, on changera un peu d'ambiance, d'époque, de format, de genre, etc. Sachant qu'Herman Melville, là, il me semble que Bartleby le Scribe, c'est considéré comme soit un court roman, soit une longue nouvelle. C'est souvent le cas quand c'est dans ces eaux-là de 70, 80, 100 pages. Euh, je crois que c'est plutôt vu comme une nouvelle d'ailleurs, puisqu'il me semble qu'elle a été rattachée à un recueil de nouvelles plus tard qui s'appelle les Contes de la Véranda, je crois. Et du coup, je m'étais dit, ah bah du coup, je vais vous lire les Contes de la Véranda. Et j'ai vu le nombre de pages, j'ai dit, ah bah non, non, on va bien lire uniquement Bartleby. Éventuellement, peut-être plus tard, si vraiment j'ai giga accroché, on se rechopera une œuvre de Melville, mais pour le moment, on va se cantonner à ça, ça sera déjà très bien. Quelques infos préliminaires que je peux vous donner encore, parce que j'ai vu ça passer tout à l'heure sur la page Wikipédia. Herman Melville, apparemment, qui a été grave oublié après sa mort, qui était un auteur du 19e siècle, auteur américain, et apparemment qui aurait été redécouvert dans les années 1920, si ma mémoire est bonne, notamment via son Moby Dick, et depuis qui est considéré comme l'un des plus grands auteurs de littérature américaine, grosso modo. Pour à peu près vous situer l'auteur, encore une fois, vous savez comment j'opère sur mes lives, je suis pas forcément là pour faire un exposé très précis, très préparé de mes lectures. J'y vais au feeling, je prends 2-3 infos comme ça, mais c'est au passage. Je préfère me lancer le plus possible neutre, on va dire, dans la lecture, et vraiment juger sur pièce ce qu'on me propose en quelque sorte. Voili, voilou. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire, et du coup, on va s'embarquer sur la lecture. Je sais pas quand est-ce que je vais faire des pauses, comme je le disais plus tôt, ça va être un peu arbitraire. Je vais essayer quand même de faire du sens, de faire des parties qui sont intègres, qui ont un sens en elles-mêmes. Je vous promets rien. Et puis, d'après ma découpe, soit on va se retrouver dans 11 pages, soit on va se retrouver dans 17 pages. Ce qui veut dire que, d'après mon expérience, sur des années de lecture, il est possible qu'on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes ou peut-être 30-35 minutes. Un truc comme ça. Bref, jetons-nous sans plus attendre. Hop, changement de scène. Et je te souhaite une bonne écoute, Algo. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat qui me regardent sur Twitch et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. J'avais presque oublié. Santé à tous, les amis. Et je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Et une bonne écoute. On est y part. Bartleby le Scribe, écrit par Herman Melville. Je suis un homme d'un certain âge. La nature de mes occupations, au cours des 30 dernières années, a voulu que je fusse particulièrement en contact avec une catégorie d'hommes intéressants et quelque peu singuliers, semble-t-il, au sujet desquels on n'a encore, à ma connaissance, rien écrit. J'entends les copistes de pièces juridiques ou scribes. J'en ai connu un très grand nombre dans l'exercice de ma profession ou en privé, et je pourrais, si je voulais, raconter sur leur compte une foule d'histoires qui feraient sourire les hommes d'amour naturel ou pleurer les âmes sensibles. Mais je renonce aux biographies de tous les autres scribes pour quelques passages de la vie de Bartleby. Scribe lui-même est le plus étrange qu'il m'ait été donné de voir, ou dont j'ai jamais ouï parler. Alors que je me fais fort d'écrire la vie entière d'autres copistes, pour Bartleby, on ne saurait rien faire de tel. Je crois qu'il n'existe pas de matériaux qui permettraient d'établir une biographie complète et satisfaisante de cet homme.
C'est une perte irréparable pour la littérature. Bartleby était de ces individus dont on ne peut rien apprendre de certains, sinon en remontant aux sources, et en l'occurrence, celles-ci sont fort réduites. Ce que mes yeux étonnés ont vu de Bartleby, et cela seul, voilà ce que je sais de lui, hormis pourtant un vague on-dit, un seul, qui sera rapporté plus loin. Avant de présenter le scribe tel qu'il m'a paru pour la première fois, il est bon que je fasse quelque peu mention de moi-même, de mes employés, de mon affaire, de mes bureaux et de tout ce qui m'entoure. Car une telle description est indispensable pour faire comprendre de manière adéquate le personnage principal qui va être introduit. Imprimis. Je suis un homme empreint depuis ma jeunesse de la conviction profonde que la meilleure façon de vivre est de prendre les choses tranquillement. De là vient qu'exerçant une profession proverbialement énergique et remuante, parfois même jusqu'à la turbulence, je n'ai pourtant jamais souffert que rien de tel vînt envahir ma paix. Je suis un de ces hommes de loi sans ambition, qui jamais n'interpellent un jury ni ne suscitent en aucune manière les applaudissements publics, mais qui, dans la fraîcheur tranquille d'une retraite douillette, douillettement besognent parmi les obligations, les hypothèques et les titres de propriété des riches. Tous ceux qui me connaissent me considèrent comme un homme éminemment sûr. Feu John Jacob Astor, personnage peu enclin à l'enthousiasme poétique, n'hésitait pas à déclarer que mon premier point fort était la prudence, mon second la méthode. Car, je ne dis pas ceci par vanité, je rapporte simplement un fait, je n'ai pas laissé d'être employé dans l'exercice de ma profession par feu John Jacob Astor. Un nom que j'aime à répéter, je l'admets, car il rend un son plein et orbiculaire et comme un tintement de milliards. J'ajouterai librement que je n'étais pas insensible à la bonne opinion de feu John Jacob Astor. Quelque temps avant l'époque où commence cette petite histoire, mes occupations s'étaient considérablement développées. La bonne vieille charge, éteinte à présent dans l'État de New York, de conseiller à la cour de la chancellerie, m'avait été conférée. Cette charge, sans être très ardue, était fort plaisamment rémunératrice. Il est rare que je me mette en colère. Il est beaucoup plus rare encore que je m'abandonne à une indignation dangereuse lorsqu'on me fait tort ou qu'on m'outrage. Mais que l'on me permette ici de montrer quelque emportement et de déclarer que je considère l'abolition soudaine et violente par la nouvelle constitution de la charge de conseiller à la cour de la chancellerie comme un acte prématuré. D'autant plus que j'avais escompté la concession à vie des revenus attachés à cette charge et que je n'ai reçu que ceux d'un petit nombre d'années. Mais je ne dis cela qu'en passant. Mes bureaux se trouvaient à l'étage au numéro de Wall Street. Ils donnaient à une extrémité sur la paroi blanche de l'intérieur d'une spacieuse cage vitrée qui parcourait l'édifice de haut en bas. On pouvait considérer cette vue comme assez anodine et manquant de ce que les paysagistes appellent de la vie, mais s'il en était ainsi, la vue qui s'offrait à l'autre extrémité de mes locaux faisait au moins contraste, pour ne pas dire plus, avec elle. Dans cette direction, mes fenêtres donnaient librement sur un haut mur de briques noircies par l'âge ainsi que par une ombre perpétuelle, et ce mur n'exigeait point que l'on fît usage d'une longue vue pour révéler ses beautés intrinsèques, car il se dressait à 10 pieds de mes croisées pour le bénéfice de tout spectateur myope. Du fait que les maisons avoisinantes étaient très élevées et que mes bureaux se trouvaient au second étage, l'intervalle qui séparait ce mur du mien ressemblait fort à une énorme citerne carrée. À l'époque qui précéda immédiatement l'apparition de Bartleby, j'employais 2 personnes comme copistes et un jeune homme de grande promesse comme garçon de bureau. Le premier, Dindon, le second, Lagrinche, le troisième, Gingembre. On pensera peut-être que pareil nom ne se trouve pas communément dans l'annuaire. En fait, c'était là des surnoms que mes 3 employés s'étaient mutuellement décernés et qui passaient pour définir leurs personnes et leurs caractères respectifs. Dindon était un Anglais trapu et bedonnant qui avait à peu près le même âge que moi, c'est-à-dire qu'il frisait la soixantaine. Le matin, on pouvait prêter à son visage une belle teinte vermeille, mais après la 12e heure méridienne, celle de son déjeuner, il flamboyait comme charbon dans l'âtre à Noël, et continuait à flamboyer, avec un éclat décroissant il est vrai, jusqu'à 6 heures du soir environ. Après quoi je ne voyais plus rien du possesseur de ce visage qui, atteignant au méridien en même temps que le soleil, semblait se coucher en même temps que lui,
pour se lever, culminer et décliner le jour suivant, avec une régularité et une splendeur égales. J'ai connu au cours de ma vie bien des coïncidences singulières, mais je ne tiens pas pour la moindre d'entre elles le fait qu'au moment même où la rouge et radieuse physionomie de Dindon était dans toute la plénitude de son éclat, précisément à cet instant critique, s'ouvrait la période quotidienne où je considérais ses capacités de travail comme sérieusement perturbées pour le reste de la journée. Non point qu'il fût alors absolument oisif ou qu'il renâclât à la besogne, loin de là. La difficulté consistait en ceci qu'il était susceptible d'une énergie décidément exagérée. Saisi d'une étrange flamme, son activité revêtait un caractère brouillon, capricieux et dévastateur. Il ne prenait aucune précaution en trempant sa plume dans son encrier. Toutes les tâches qu'il faisait sur ses documents, il les y laissait choir après la 12e heure méridienne. En vérité, non seulement il était négligent et fâcheusement enclin à faire des tâches l'après-midi, mais certains jours il allait plus loin et devenait passablement bruyant. À ces moments-là, son visage flamboyait d'une ardeur nouvelle comme si l'on avait amoncelé de la houille grasse sur de l'anthracite. Il faisait un vacarme déplaisant avec sa chaise, renversait son sablier, mettait ses plumes en pièces dans ses efforts impatients pour les tailler, et les jetait sur le sol avec une fureur soudaine. Se levait, se penchait sur sa table, et se mettait à envoyer promener ses papiers de ci de là, avec une inconvenance de manière fort triste à observer chez un homme avancé en âge. Néanmoins, comme à mains égards il m'était très précieux et que, tout le temps qui précédait la 12e heure, il déployait autant de promptitude et d'application que possible, abattant fort ce besogne avec un brio difficilement égalable, pour ces raisons, j'étais disposé à fermer les yeux sur ses excentricités, encore qu'à l'occasion, il m'arriva de le chapitrer. J'y mettais d'ailleurs une grande modération, car s'il était le matin non seulement le plus civil, mais aussi le plus débonnaire et le plus respectueux des hommes, l'après-midi le trouvait d'humeur à jouer assez vivement de la langue si l'on venait à le provoquer, à être, en fait, insolent. Or, prisant comme je faisais ses services du matin et résolu à ne point les perdre, mais en même temps importuné par son comportement incendiaire de l'après-midi et répugnant, en homme pacifique, à susciter par mes remontrances des répliques déplacées, je pris sur moi un samedi après-midi, son comportement était toujours pire le samedi, de lui suggérer d'un ton fort bienveillant que peut-être, à présent qu'il se faisait vieux, il ferait bien d'abréger ses travaux. En bref, qu'il n'avait plus besoin de venir au bureau l'après-midi, et qu'une fois son déjeuner terminé, il pourrait rentrer chez lui pour s'y reposer jusqu'à l'heure du thé. Mais non. Il insista sur ses devoirs vespéraux. Il s'anima d'une ardeur intolérable et m'assura emphatiquement, tout en gesticulant avec une longue règle à l'autre bout de la pièce, que si ses services étaient utiles le matin, ils ne pouvaient être qu'indispensables l'après-midi. Sauf votre respect, monsieur, dit Dindon à cette occasion. Je me considère comme votre bras droit. Le matin, je ne fais que me ranger en ordre de bataille et déployer mes colonnes, mais l'après-midi, je me mets à leur tête et je charge bravement l'ennemi, comme ceci. Et il fit un violent plongeon avec la règle. Mais les tâches, Dindon, intimai-je. C'est vrai, mais sauf votre respect, monsieur, regardez ses cheveux. Je me fais vieux. Pour sûr, monsieur, une tache ou deux par une chaude après-midi, ce n'est pas là une chose dont vous puissiez faire sévèrement grief à des cheveux gris. L'âge, même s'il tache le papier, est vénérable. Sauf votre respect, monsieur, nous nous faisons vieux tous les deux. Cet appel à ma parenté de sentiments était difficile à repousser. Quant à s'en aller, en tout cas, je vis bien qu'il était décidé à n'en rien faire. Je pris donc le parti de souffrir qu'il restât, tout en me promettant de veiller à ce qu'il n'eût à faire l'après-midi qu'au moins important de mes papiers. Lagrinche, qui vient en second sur ma liste, était un jeune homme à favoris au teint plombé, de 25 ans peut-être, et qui, tout compte fait, avait assez la mine d'un pirate. J'ai toujours vu en lui la victime de deux puissances malignes, l'ambition et l'indigestion. L'ambition se manifestait par un certain mécontentement d'avoir à remplir les devoirs d'un simple copiste, lesquels devoirs constituaient un empiètement insupportable sur ses véritables fonctions professionnelles, l'établissement d'actes notariés par exemple. L'indigestion semblait attestée occasionnellement par une nervosité irascible,
par une intolérance ricaneuse qui parfois lui faisait grincer distinctement des dents sur ses fautes de copie, par des malédictions superflues chointées plutôt qu'articulées dans la chaleur du travail, et surtout par un mécontentement continuel de la hauteur de la table sur laquelle il écrivait. Bien qu'il eût l'esprit mécanicien et fort inventif, Lagrange ne parvenait jamais à disposer la table à sa convenance. Il plaçait au-dessous des copeaux, des cales de nature diverses, des bouts de carton, allant même jusqu'à tenter de parfaire de manière exquise son ajustement à l'aide de morceaux de buvard pliés. Mais aucune invention ne s'avérait satisfaisante. Si, dans le dessein de soulager son échine, il donnait à la table une inclinaison prononcée en l'élevant à bonne hauteur vers son menton, et s'il écrivait dessus à l'instar d'un homme qui utiliserait pour pupitre le toit abrupt d'une maison hollandaise, il déclarait que sa circulation s'en trouvait arrêtée dans les bras. Si au contraire, il abaissait la table jusqu'à sa ceinture et se penchait sur elle pour écrire, il avait horriblement mal au dos. Bref, la vérité était que Lagrange ne savait pas ce qu'il voulait. Ou que, s'il voulait vraiment quelque chose, c'était de se voir entièrement débarrassé d'une table de scribe. L'une des marques de son ambition maladive était le plaisir qu'il prenait à recevoir les visites de certains individus de mine douteuse, aux vêtements râpés, qu'il appelait ses clients. En fait, je n'étais pas sans savoir non seulement qu'il était un politicien d'importance dans la circonscription, mais encore qu'il faisait occasionnellement quelques petites affaires au palais et qu'il n'était pas inconnu sur les marches des tombes. J'ai de bonnes raisons de croire, cependant, que le quidam qui vint le demander à mon étude et qu'il s'obstina, en prenant de grands airs, à qualifier de client, n'était autre qu'un créancier et le prétendu titre de propriété qu'il exhibait qu'une quittance. Mais en dépit de toutes ces faiblesses et des ennuis qu'il me causait, Lagrange, comme son compatriote Dindon, m'était un auxiliaire fort utile. Écrivait d'une main nette et rapide, et quand il le voulait, ne laissait pas de se comporter avec une certaine distinction. Ajoutez à cela qu'il s'habillait toujours, également, avec une certaine distinction, conférant par là, incidemment, du crédit à mon étude. J'avais au contraire le plus grand mal à empêcher Dindon de me faire honte. Ses habits prenaient volontiers un aspect huileux et sentaient la gargote. Il portait en été ses pantalons très lâches et très ballants. Ses vestons étaient exécrables, son chapeau repoussant. Si le chapeau m'était indifférent, étant donné que la civilité et la déférence naturelles à un employé anglais le lui faisaient ôter à l'instant où il entrait dans la pièce, il en allait tout autrement de son veston. Sur le chapitre de ses vestons, c'est en vain que je raisonnais avec lui. Sans doute fallait-il croire qu'un homme nanti d'aussi maigre revenu ne pouvait se permettre d'arborer un veston reluisant en même temps qu'un aussi reluisant visage. Comme Lagrange le fit une fois observer, l'argent de Dindon passait surtout à acheter de l'encre rouge. Un jour d'hiver, j'offris à Dindon sur ma garde-robe un habit d'un aspect hautement respectable, un habit gris, molletonné, le plus confortable et le plus chaud du monde, et qui se boutonnait du genou jusqu'au cou. Je pensais que Dindon apprécierait cette faveur, et qu'il mettrait un frein à sa turbulence inconsidérée de l'après-midi. Mais non. Je crois vraiment que le fait de s'envelopper dans ce douillet vêtement comme dans une couverture avait sur lui un pernicieux effet, en vertu du principe qui fait qu'un excès d'avoine est mauvais pour les chevaux. En fait, tout comme on dit d'un cheval indocile et rétif qu'il sent son avoine, Dindon sentait son veston, lequel le rendait insolent. C'était un homme à qui la prospérité nuisait. Bien que j'eusse mon idée touchant les habitudes intempérantes de Dindon, j'étais convaincu que Lagrange, en dépit des défauts qu'il pouvait avoir à d'autres égards, était du moins un jeune homme sobre. Mais il semblait en vérité que la nature même lui eût tenu lieu de vigneron, en lui donnant à sa naissance un tempérament si foncièrement irritable et comme alcoolique que toute libation subséquente était inutile. Lorsque je considère la façon dont Lagrange se levait impatiemment de son siège dans la tranquillité de mon étude, se penchait sur sa table en ouvrant largement les bras et, saisissant le pupitre tout entier, l'ébranlait, le faisait avancer par saccades en lui imprimant un mouvement farouche et grinçant sur le plancher, comme si la table eût été un agent volontaire et pervers animé du désir de le contrarier et de le tourmenter, je vois clairement que, pour Lagrange, c'était chose parfaitement superflue que la fine à l'eau. Heureusement pour moi, en raison de leur cause particulière, l'indigestion, l'irritabilité et la nervosité conséquente de Lagrange se manifestaient principalement le matin,
tandis que l'après-midi, il se montrait relativement doux. En sorte que, les paroxysmes de Dindon se déclarant seulement vers midi, je n'avais jamais à supporter en même temps les excentricités de mes deux employés. Leurs accès se relevaient l'un l'autre comme des sentinelles. Quand ceux de la Grinche étaient de garde, ceux de Dindon étaient au repos, et vice-versa. En l'occurrence, la nature avait bien réglé les choses. Gingembre, le troisième de ma liste, était un gamin d'une douzaine d'années. Son père, un charretier, nourrissant l'ambition de voir avant de mourir son fils siéger non plus sur une charrette, mais au tribunal, l'avait envoyé à mon étude en qualité d'apprenti clerc, de garçon de course, de frotteur et de balayeur au tarif d'1 $ par semaine. Il avait un petit pupitre à lui, dont il ne se servait guère. Si l'on inspectait le tiroir, on y découvrait un grand arroi de coquilles appartenant à diverses espèces de noix. En fait, pour ce brillant jouvenceau, la noble science juridique était tout entière contenue dans une coquille de noix. Ce n'était pas l'une des moindres fonctions de Gingembre, c'était celle en tout cas dont il s'acquittait avec le plus d'alacrité, que de pourvoir en gâteaux et en pommes Dindon et la Grinche. La copie des pièces légales étant proverbialement une besogne aride et desséchante, mes deux scribes se trouvaient contraints de sumecter fort souvent le gosier à l'aide de pommes fournies par les nombreux comptoirs qui avoisinaient la douane et la poste. En outre, ils envoyaient très fréquemment Gingembre chercher ce biscuit particulier, petit, rond, plat et très épicé, dont il lui avait donné le nom. Par les matins froids, quand la besogne languissait, on voyait Dindon engloutir ses biscuits à la vingtaine, comme de simples gaufrettes. On les vendait à raison de 6 ou 8 pour un sou. Et le grincement de sa plume se mêlait au crépitement des parcelles croquées. Parmi les bévues que la nature ardente de Dindon commettait dans sa fougue désordonnée de l'après-midi, il lui advint un jour de mouiller un biscuit au gingembre entre ses lèvres et de l'appliquer sur une hypothèque en guise de cachet. Je fus à deux doigts de le congédier cette fois-là. Mais il m'apaisa en disant avec un salut oriental « Sauf votre respect, monsieur, c'était faire acte de générosité que de vous fournir en papeterie à mes frais. » Cependant, mes occupations premières, le notariat, la chasse aux titres et l'établissement de toutes sortes de pièces abstruses, s'accrurent considérablement lorsque je reçus la charge de conseiller à la cour de la chancellerie. Il y avait maintenant fort à faire pour les scribes, et je dus non seulement presser les employés déjà à mon service, mais encore m'assurer un concours supplémentaire. À la suite de l'annonce que j'insérais, un jeune homme immobile apparut un matin sur le seuil de mon étude. Nous étions en été, et la porte était ouverte. Je vois encore cette silhouette lividement propre, pitoyablement respectable, incurablement abandonnée. C'était Bartleby. Après quelques mots touchant ses capacités, je l'engageai, heureux d'avoir dans mon corps de copiste un homme d'aspect aussi singulièrement rassis, qui ne manquerait pas, pensais-je, d'exercer une influence salutaire sur le tempérament évaporé de Dindon et sur les esprits ardents de la Grinche. J'ai oublié de dire que des portes à double battant de verre dépoli que j'ouvrais et fermais selon mon humeur divisaient mon bureau en 2 compartiments, occupés l'un par mes scribes, l'autre par moi-même. Je résolus d'assigner à Bartleby un coin près des portes, mais de mon côté, afin de pouvoir aisément appeler à moi cet homme tranquille si j'avais quelque petite chose à lui faire faire. Je plaçai donc son pupitre dans cette partie de la pièce, tout contre une fenêtre latérale qui avait commandé jadis une vue de biais sur des arrière-cours et des briquetages encrassés, mais qui, du fait de constructions subséquentes, n'offrait plus de vue du tout, bien qu'elle donnât quelque lumière. Un mur se dressait à 3 pieds des vitres, et le jour tombait de très haut entre 2 édifices altiers, comme d'une toute petite ouverture pratiquée dans un dôme. Afin de rendre cet arrangement plus satisfaisant encore, je dressai un grand paravent vert qui mettrait Bartleby entièrement à l'abri de mon regard, tout en le laissant à portée de ma voix. Ainsi, nous nous trouvâmes en quelque sorte unis, mais chacun en privé tout ensemble. Pour commencer, Bartleby abattit une extraordinaire quantité d'écriture. On eût dit d'un homme longtemps affamé de copies et se gorgeant de mes documents. Il ne s'arrêtait pas pour digérer, mais tirait jour et nuit à la ligne, copiant à la lumière du soleil comme à celle des bougies. J'aurais été ravi de son application, s'il avait été allègrement industrieux. Mais il écrivait toujours silencieusement, lividement, machinalement.
C'est, il va sans dire, une part indispensable du travail du scribe que de vérifier mot à mot l'exactitude de sa copie. Lorsqu'il y a deux scribes ou plus dans une étude, ils s'assistent mutuellement dans cet examen, l'un lisant la copie, l'autre prenant en main l'original. C'est une besogne ennuyeuse, monotone et soporifique. J'imagine aisément qu'elle puisse être absolument intolérable à certains tempéraments sanguins. Je ne saurais affirmer, par exemple, que le fougueux poète Byron se fût assis d'un cœur content aux côtés de Bartleby pour collationner un document de, disons, 500 pages d'une écriture serrée et chafouine. De temps à autre, j'avais accoutumé, dans la presse du travail, d'aider moi-même à la vérification de quelques brefs documents, appelant Dindon ou Lagrange à cet effet. Si j'avais placé Bartleby aussi près de moi derrière le paravent, c'était précisément pour user de ses services à ces menues occasions. Il était, je crois, depuis 3 jours avec moi, et ses propres écritures n'avaient pas encore dû être collationnées lorsque, fort pressé d'expédier une petite affaire en cours, j'appelai tout à coup Bartleby. Dans ma hâte, et dans ma confiance naturelle en son obéissance immédiate, j'étais assis la tête penchée sur l'original, et ma main droite tendant la copie de flanc avec quelque nervosité, afin que Bartleby pût s'en saisir dès l'instant qu'il émergerait de sa retraite, et se mit au travail sans le moindre délai. Telle était donc exactement mon attitude lorsque je l'appelai en lui expliquant rapidement ce que j'attendais de lui, à savoir qu'il collationnât avec moi un bref mémoire. Imaginez ma surprise. Non, ma consternation, lorsque, sans quitter sa solitude, Bartleby répondit d'une voix singulièrement douce et ferme. Je préférerais pas. Je gardai pendant quelques instants un silence parfait afin de rassembler mes esprits en déroute. L'idée me vint aussitôt que mes oreilles m'avaient abusé, ou que Bartleby s'était entièrement mépris sur le sens de mes paroles. Je répétai ma requête de la voix la plus claire que je pusse prendre, mais tout aussi clairement, retentit la même réponse que devant. Je préférerais pas. Vous préféreriez pas? Fis-je en écho, me levant avec beaucoup d'excitation et traversant la pièce à grandes enjambées. Que voulez-vous dire? Avez-vous la berlue? Je veux que vous m'aidiez à collationner ce feuillet-ci. Tenez. Et je le lui tendis. Je préférerais pas, dit-il. Je le regardai fixement. Son visage offrait une maigreur tranquille, son œil gris, une vague placidité. Si j'avais décelé dans ses manières la moindre trace d'embarras, de colère, d'impatience ou d'impertinence, en d'autres termes, si j'avais reconnu en lui quelque chose d'ordinairement humain, je l'eusse sans aucun doute chassé violemment de mon étude. Mais en l'occurrence, j'aurais plutôt songé à mettre à la porte mon pâle buste de Cicéron en plâtre de Paris. Je restai quelque temps à le considérer, tandis qu'il poursuivait ses propres écritures, et puis je retournai m'asseoir à mon bureau. Voilà qui est étrange, pensai-je. Quel parti prendre? Mais les affaires pressaient. Je décidai d'oublier provisoirement l'incident, le réservant pour d'ultérieurs loisirs. J'appelai donc Lagrange du fond de l'autre pièce, et le mémoire fut rapidement collationné. Je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture du jour. Nous marquons une courte pause. Lagrange, Dindon et Gingembre, une sacrée équipe, en effet, Algo. Et moi, perso, je sais pas ce que vous en pensez là de la lecture du jour, mais perso, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. Je trouve ça très très bien écrit en fait. Je m'attendais à apprécier. Honnêtement, je m'attendais à apprécier parce que connaissant ce que je vous en ai dit en introduction, donc un peu, on va dire, l'événement initial et la tonalité, enfin le ton plutôt, je m'attendais à apprécier, mais je m'attendais pas à apprécier autant parce qu'en plus de ça, je trouve que c'est très bien écrit. Je trouve que c'est très très bien écrit. Ce narrateur interne là, il fonctionne très très bien. Et que ce soit en plus le narrateur qui est le patron en quelque sorte
et qui du coup, décrit ses employés, en fait un portrait et va certainement décrire plus en amont Bartleby et peut-être entrer en clash avec lui. Ça aide à entrer dans son monde, dans sa tête. En fait, je trouve que c'est très bien construit et Herman Melville le dit lui-même, au sein de l'écriture. Il dit: «Bon, bah, pour bien commencer, je vais vous instaurer un peu qui est le narrateur, qui sont les personnages» et je trouve que les portraits de chacun sont ultra sympathiques. Ultra sympathiques. Je m'énerve des fois quand je fais des commentaires comme ça qui sont vraiment tout plats, quoi. Mais bref, je trouve que les portraits sont ultra bien travaillés parce que encore une fois, en fait, c'est ça qui est hyper plaisant, je trouve, dans cette lecture, pour le moment. C'est que à la fois, c'est bien écrit dans le sens, esthétiquement. Esthétiquement, c'est beau, c'est plutôt recherché. Les tournures de phrases et cetera, la manière de s'exprimer du narrateur est plutôt recherchée. C'est pas, il y a un style identifiable, voilà, hem, qui est quand même assez, sophistiqué, mais qui n'empêche pas non plus, une certaine forme, de simplicité. On comprend facilement tout ce qui se passe et en plus quelques traits d'humour. Non, franchement, je trouve que c'est un combo, très, très, très bien, orchestré en termes de style d'écriture. Donc j'aime beaucoup ça et en plus, ce qui est raconté, l'histoire derrière, je la trouve très prenante, très intéressante pour le moment, alors qu'il s'est pas passé grand-chose. Mais, je sais pas, j'ai pas l'habitude de lire des œuvres où on va entrer dans ce genre de milieu, avec un patron qui décrit ses employés en quelque sorte et ainsi de suite. Je sais pas, je trouve que c'est il y a un attrait, il y a un truc qui se passe et qui marche bien. Et en plus, je suis assez content de l'endroit où j'ai coupé, honnêtement, parce que je vous rappelle que la découpe que j'effectue dans ma lecture, est une découpe, complètement arbitraire. Il y a pas de découpe naturelle dans le texte et mais je suis content d'avoir coupé là parce que je pense que pour cette première partie de lecture, on a justement un peu la scène d'exposition et la problématique, le premier événement. Donc là, on a vraiment, voilà, le décor est planté, on a les personnages principaux et on a Bartleby, l'élément perturbateur, qui arrive, qui dans un premier temps semble être l'employé modèle, et premier événement, après 3 jours, on lui demande de, de réaliser une tâche, et il répond juste: «Je préférerais pas». Et genre, il est tellement sûr de lui et tellement doux et ferme, comme il est dit dans le texte. Le narrateur perçoit tellement pas de colère ou de... Comment il dit ça? De colère, d'embarras, d'impatience ou d'impertinence dans le ton de sa voix, qu'il reste juste sidéré et qu'il est juste en mode: «Attends quoi? Et il s'est passé quoi là?» Genre, «Ah bah OK, si tu préfères pas, bah tant pis». Bah, genre, c'est j'ai rien que cet événement, je le trouve trop intéressant, trop marquant et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer du coup. Oui voilà, c'est ça, tout à fait Algo, c'est tout à fait ça. Donc non, franchement pour le moment, je trouve que c'est super bien mis en scène en quelque sorte, super bien mis en forme et la forme comme le fond me plaisent. J'ai hâte de voir la suite. J'ai très, très hâte de voir la suite. Hem, je j'ai eu des réminiscences un petit peu, de la, conférence où j'ai entendu une actrice lire un passage de Bartleby. Hem, donc je sais pas si, on est déjà entré dans le passage que je me suis fait lire ou si c'est simplement que, il y a un élément qui va revenir fréquemment dans l'œuvre et que du coup ça a tendance à ressembler. Mais j'ai l'impression que j'identifie à peu près les phrases que j'ai déjà entendues moi, lues par une actrice. Donc ouais, je me demande comment ça va se poursuivre du coup. Est-ce que ça va se durcir? Est-ce que là, pour le moment, il était juste
complètement déconcerté et il ne savait pas comment réagir, notre cher narrateur. Est-ce que là, il va y avoir une escalade où petit à petit il va s'énerver, etc. Et en plus, c'est intéressant parce que au début de l'œuvre, il nous dit quand même: j'ai vécu une expérience quelque part qui mérite d'être racontée. C'est pour ça que je vais vous raconter une partie de la vie de Bartleby et qu'il faudrait sûrement raconter sa vie entière, mais que je peux vous raconter seulement ce que je peux vous raconter, parce que c'est les seules infos que j'ai sur lui, c'est ce que j'ai vécu avec lui. Donc quelque part, avec le début de l'œuvre, je trouve qu'on sent pas particulièrement d'animosité. Alors je sais pas si ça va être le cas plus tard, mais on sent pas une animosité folle en tout cas, de la part du narrateur pour Bartleby. Et du coup, je me demande, parce qu'on aurait pu s'attendre à ça aussi potentiellement. On aurait pu s'attendre à un patron en quelque sorte, qui est en mode mais vous vous rendez compte, mon employé insolent et ainsi de suite, voilà, et qui vraiment il se plaigne et qu'il soit agacé, etc. Dans le début de l'œuvre, j'ai pas eu l'impression qu'il présentait les choses sous ce jour-là. Donc je me demande, est-ce que il va vivre un voyage intérieur? Est-ce que il va avoir, je sais pas moi, au début l'incompréhension, la consternation, puis l'énervement, l'agacement, puis une résignation ou j'en sais rien, et puis au final se dire: «Bah, en fait, je le comprends». Bah, bref, je me demande où est-ce que ça va aller. Comment, le narrateur va digérer, les événements et quels vont être les événements à venir. Bien, sur ce, j'ai déjà trop parlé, on va se relancer pour la suite de la lecture. Je kiffe grave pour le moment, je suis vraiment bien content. En réalité, j'ai l'impression d'avoir une plutôt bonne faculté, alors bon, c'est pas une science exacte, hein, mais d'avoir plutôt une bonne faculté à cerner rapidement si une œuvre va me plaire ou non, et même sans avoir lu ou vu, etc., de loin, en général, je sais assez bien ce que je vais penser de quelque chose, même si pour pas mourir con aussi, j'essaie de lutter contre cette impression et de me dire: «Bah non, peut-être que je me trompe» et donnons la chance à des trucs que j'aurais pas cru bien et ainsi de suite. Bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pardon, j'ai plein de mouches chez moi en ce moment, c'est vraiment relou. J'espère que c'est pas la cam en train de bourdonner sans arrêt. Mais du coup, ce que j'allais dire, oui, en tout cas, sur Bartleby le Scribe, du peu que j'en savais, je me suis dit que j'allais bien aimer, et du peu que j'ai lu, je me dis que je vais vraiment bien aimer. Je me dis que là, je pense qu'il fait une entrée assez fracassante dans mon top. Hem, je pense pouvoir dire que si ça continue sur la même lancée, voire si ça s'améliore, il y a de fortes chances qu'il entre, dans mon panthéon. Il y a de fortes chances que, vous savez, à l'époque, je faisais des tier lists. Ça commence à dater, donc je commence à plus bien me souvenir des catégories que j'avais fait, mais les tier lists de mes lectures, il y avait, génial, très bon, sympa, ça passe, je crois, aïe ouille et sombre bail. Là, si ça continue sur la même qualité que c et puis si ça continue sur le même plaisir tout simplement que j'ai eu au début de la lecture, je pense qu'on va se situer dans le très bon ou le génial. Franchement, je pense plutôt le génial même. C'est pour ça que je dis ça va entrer dans mon panthéon. Mais voilà, selon comment ça évolue, je pense que ça peut aller dans le génial ou au moins le très bon assez facilement. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Hop. Il va peut-être dépeindre tout le milieu pro, un peu à la manière de Kafka qui dépeignait l'administration et son absurdité. Il va peut-être faire quelque chose d'un peu semblable, mais avec le travail. Eh ben, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas du tout sur le même ton. Mais quand je réduisais au minimum ce que je savais de Bartleby, à savoir un scribe et entre guillemets un patron qui se plaint de son employé et ainsi de suite, enfin bon bref. Hem, quand je le réduisais vraiment à ma connaissance minimum de cette œuvre et du coup que je savais qu'il y avait le côté absurde, je me suis dit: «Ah tiens, ça peut ressembler à Kafka». Même si vraiment dans le ton, je trouve que Kafka est quand même
assez éloigné. Mais c'est vrai que ça peut se recouper. C'est pas bête du tout. Hop. Allons-y gaiement pour la suite de l'œuvre. Je vais faire ce que je fais à chaque fois lorsque, il y a pas de découpe naturelle dans le texte. C'est-à-dire que je vais relire je vais relire la fin du paragraphe précédent pour réintroduire la phrase à venir. Je souhaite une bonne écoute Algo, bonne écoute à tous ceux membres du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la fin du live. Ah, ça me gave, je vois vraiment à la caméra le point noir de la mouche parfois venir très près et cacher toute la cam, c'est relou. Je sais pas quoi faire contre cette infestation de mouches. Bref, bonne écoute à tous. Je décidai d'oublier provisoirement l'incident, le réservant pour d'ultérieurs loisirs. J'appelai donc la Grinche du fond de l'autre pièce, et le mémoire fut rapidement collationné. Quelques jours après, Bartleby acheva 4 longs documents, les quadruplicata d'une semaine de déposition faite par devers moi à ma haute cour de la chancellerie. Il devint nécessaire de les collationner. Le procès était important, et la plus grande précision s'imposait. Après avoir préparé toutes les pièces, j'appelai Dindon, Lagrinche et Gingembre dans mon bureau, avec le dessein de placer les 4 copies dans les mains de mes 4 employés, tandis que je lirais l'original. Dindon, Lagrinche et Gingembre s'étaient donc assis en rang, chacun tenant en main son document, lorsque je criai à Bartleby de venir se joindre à ce groupe intéressant. « Bartleby, vite, j'attends !» J'entendis les pieds de sa chaise grincer lentement sur le plancher nu, et bientôt il apparut à l'entrée de son ermitage. « Que désirez-vous » demanda-t-il suavement. « Les copies !» dis-je d'un ton pressé. « Nous allons les comparer. Tenez !» Et je lui tendis le 4e duplicata. « Je préférerais pas, » dit-il, et il disparut doucement derrière le paravent. Je demeurai pendant quelques instants comme un pilier de sel dressé au bout de ma colonne de clairs assis. Puis, me ressaisissant, je m'avançai vers le paravent et demandai la raison d'une conduite aussi insolite. « Pourquoi refusez-vous » ? « Je préférerais pas. » Avec tout autre que lui, je fusse aussitôt entré dans une colère terrible, et sans daigner ajouter un mot, je l'eusse ignominieusement banni de ma présence. Mais il y avait quelque chose en Bartleby qui me désarmait étrangement, bien plus, qui me touchait et me déconcertait d'une façon extraordinaire. Je me mis à raisonner avec lui. « Ce sont vos propres copies que nous allons collationner. Nous vous épargnerons ainsi du travail, puisqu'un seul examen vaudra pour vos 4 exemplaires. C'est l'usage. Tout copiste est tenu d'aider à collationner sa copie. N'est-il pas vrai ? Ne parlerez-vous pas ? Répondez. »« Je préfère pas, » répondit-il d'une voix flûtée. Il m'avait semblé, tandis que je lui parlais, qu'il retournait soigneusement chacune de mes déclarations dans sa tête, qu'il en saisissait pleinement le sens, qu'il ne pouvait contredire à l'irrésistible conclusion, mais qu'en même temps, quelques considérations souveraines l'obligeaient à répondre comme il faisait. « Vous êtes donc décidé à ne point faire droit à ma requête. Une requête dictée par l'usage commun et le sens commun. » Il me donna brièvement à entendre que, sur ce point, mon jugement était juste. Oui, sa décision était irrévocable. C'est un fait assez fréquent que, si un homme se voit contrecarré d'une manière toute nouvelle et violemment déraisonnable, il commence à être ébranlé dans ses convictions les plus patentes. Il commence bel et bien à soupçonner vaguement que la justice et la raison, quelque prodigieux que cela puisse être, sont entièrement dans l'autre camp. En conséquence, s'il se trouve là quelque personne désintéressée, il se tourne vers elle afin de chercher du renfort pour ses esprits défaillants. « Dindon, dis-je, qu'en pensez-vous ? Ne suis-je pas dans le vrai ?»« Avec votre permission, monsieur, » dit Dindon de sa voix la plus débonnaire, « il me semble que vous l'êtes. »« Et vous, Lagrinche, dis-je,
Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'à votre place, je le jetterais à la porte du bureau à coups de pied. Le lecteur pénétrant saisira qu'étant donné l'heure matinale, la réponse de Dindon est couchée en termes polis et paisibles, tandis que celle de Lagrinche est véhémente, ou, pour répéter une phrase antérieure, que la mauvaise humeur de Lagrinche est de garde, et celle de Dindon au repos. Et vous, Gingembre, dis-je, désireux de rallier les moindres suffrages ? Qu'en pensez-vous ? Je pense, monsieur, qu'il travaille un brin du chapeau, répondit Gingembre en ricanant. Vous entendez ? dis-je en me tournant vers le paravent. Sortez de là, et faites votre service. Mais il ne daigna pas répondre. Je me débattis quelques instants dans une cruelle perplexité. Cependant, une fois de plus, le travail pressait. Je décidai encore de remettre à plus tard l'examen de ce dilemme. Nous procédâmes avec quelque embarras au collationnement des minutes sans Bartleby, bien que, toutes les 2 ou 3 pages, Dindon avança respectueusement l'opinion que cette manière d'agir était tout à fait inusitée, et que Lagrinche, en se tortillant sur sa chaise avec une nervosité dyspeptique, émit parfois entre ses dents serrées de grinçantes malédictions à l'adresse de la tête de mule de derrière le paravent. Quant à lui, Lagrinche, c'était la première et la dernière fois qu'il faisait le travail d'un autre sans être payé. Cependant, Bartleby siégeait dans son ermitage, oublieux de tout hormis de ce qui était là sa propre affaire. Quelques jours passèrent, pendant lesquels le scribe s'absorba de nouveau dans une longue tâche. La façon insolite dont il venait de se conduire pour la seconde fois m'incita à observer étroitement ses mouvements. Je constatai qu'il n'allait jamais déjeuner, qu'en fait il n'allait jamais nulle part. Je ne me souvenais pas de l'avoir jamais vu de mes yeux hors de mon bureau. Il montait perpétuellement la garde dans son coin. Vers 11 heures du matin toutefois, je remarquai que Gingembre s'avançait vers l'ouverture du paravent de Bartleby comme s'il y avait été silencieusement convié par un geste que je ne pouvais voir de ma place. Le gamin quittait alors l'étude en faisant teinter quelques sous et réapparaissait avec une poignée de biscuits au gingembre qu'il délivrait à l'intérieur de l'ermitage en recevant 2 biscuits pour sa peine. Il vit donc de biscuits au gingembre, pensai-je. Il ne prend jamais, à proprement parler, de déjeuner. Il doit donc être végétarien. Mais non, il ne mange même pas de légumes. Il ne mange que des biscuits au gingembre. Mon esprit se perdit alors en rêveries au sujet des effets probables qu'une alimentation consistant exclusivement en biscuits au gingembre pouvait avoir sur la constitution humaine. Les biscuits au gingembre sont ainsi appelés parce que le gingembre participe à leur composition et détermine en fin de compte leur saveur. Qu'était-ce que le gingembre ? Une substance épicée et chauffante. Bartleby était-il épicé ou échauffé ? Point du tout. Le gingembre n'avait donc aucun effet sur Bartleby. Sans doute celui-ci préférait-il qu'il n'en eût point. Rien n'affecte autant une personne sérieuse qu'une résistance passive. Si l'individu qui rencontre cette résistance ne manque pas d'humanité, et s'il voit que l'agent de la résistance est parfaitement inoffensif dans sa passivité, il fera dans son humeur la plus favorable de charitables efforts pour exposer à son imagination ce qui demeure impénétrable à son jugement. C'est ainsi que je considérais le plus souvent Bartleby et son comportement. Pauvre garçon, pensais-je, il n'a pas de mauvaises intentions. Il est clair qu'il ne cherche pas à être insolent. Sa mine prouve suffisamment que ses excentricités sont involontaires. Il m'est utile. Je puis m'accommoder de lui. Si je le mets à la porte, il tombera sans doute sur un patron moins indulgent, il sera rudoyé, et peut-être en viendra-t-il à mourir misérablement de faim. Oui, voici l'occasion de jouir fort agréablement un peu de frais de ma propre estime. Il ne me coûtera rien, ou presque rien, d'être amical avec Bartleby, de me prêter à son étrange entêtement, et du même coup d'emmagasiner dans mon âme ce qui deviendra éventuellement une friandise pour ma conscience. Pourtant, je n'étais pas toujours de cette humeur. Parfois, la passivité de Bartleby m'irritait. Je me sentais étrangement impatient de provoquer un nouveau conflit, de tirer de lui quelque étincelle de colère qui répondit à la mienne propre. Mais autant chercher à faire jaillir une flamme en frottant ses phalanges contre un savon de Marseille. Une après-midi, cependant, l'impulsion mauvaise prit le dessus en moi, et la petite scène suivante se déroula. « Bartleby, dis-je, quand vous aurez fini de copier ces pièces, je les collationnerai avec vous. »« Je préférerais pas. »
Comment? Pour sûr, vous n'entendez pas persister dans cet entêtement de mule? Pas de réponse. Je poussai les battants de la porte, et me tournant vers Dindon et Lagrinche, je m'exclamai. Bartleby déclare pour la seconde fois qu'il ne veut pas collationner ses pièces. Qu'en pensez-vous, Dindon? C'était l'après-midi, notez-le bien. Dindon flamboyait comme un chaudron de cuivre, sa tête chauve fumait, ses mains vaguaient parmi ses papiers tachés d'encre. Ce que j'en pense, rugit Dindon, je pense que je m'en vais tout simplement passer derrière son paravent et lui pocher les yeux. Ce disant, Dindon sauta sur ses pieds et lança ses bras en avant dans une posture pugilistique. Il s'élançait déjà pour remplir sa promesse quand je le retins, alarmé de l'effet que j'avais produit en éveillant imprudemment sa combativité après le déjeuner. Asseyez-vous, Dindon, dis-je. Écoutons ce que va dire Lagrinche. Qu'en pensez-vous, Lagrinche? Ne serais-je pas en droit de renvoyer immédiatement Bartleby? Excusez-moi, monsieur, c'est à vous d'en décider. Je trouve sa conduite tout à fait anormale et même injuste envers Dindon et envers moi, mais ce n'est peut-être qu'une lubie passagère. Ah, m'exclamai-je, vous avez singulièrement changé de ton. Vous parlez de lui avec beaucoup de douceur à présent. C'est la bière, cria Dindon. La douceur est l'effet de la bière. Nous avons déjeuné ensemble aujourd'hui, Lagrinche et moi. Vous voyez comme je suis doux, moi, monsieur. Irais-je lui pocher les yeux? Vous voulez parler de Bartleby, je suppose? Non, pas aujourd'hui, Dindon, répondis-je. Laissez vos poings tranquilles, je vous prie. Je fermai les battants de la porte et m'avançai de nouveau vers Bartleby. La tentation fatale s'était emparée de moi, je le sentais, avec une force accrue. Je brûlais de voir Bartleby se rebeller encore contre moi. Or, je me rappelais qu'il ne quittait jamais l'étude. Bartleby, dis-je. Gingembre est parti. Faites un saut jusqu'à la poste, voulez-vous? C'était une course de 3 minutes. Et voyez s'il y a quelque chose pour moi. Je préférerais pas. Vous ne voulez pas? Je préfère pas. Je regagnai mon bureau en chancelant et me perdis dans une méditation profonde. Mais mon impulsion aveugle revint. Comment pouvais-je m'attirer encore une ignominieuse rebuffade de la part de ce chétif pauvre R, mon employé à gage? Quelle était la chose parfaitement raisonnable qu'il refuserait certainement de faire? Bartleby. Pas de réponse. Bartleby, dis-je en élevant la voix. Pas de réponse. Bartleby, tonnai-je. Tout comme un fantôme soumis aux lois de l'incantation magique, à la 3e sommation, il parut à l'entrée de son ermitage. Allez dans la pièce voisine et dites à Lagrinche de venir me trouver. Je préfère pas, dit-il lentement et respectueusement, puis il disparut avec douceur. Très bien, Bartleby, dis-je d'un ton tranquille et mesuré, empreint d'une sorte de sévérité sereine qui dénotait la décision irrévocable de recourir à quelque châtiment imminent et terrible. Sur le moment, peut-être avais-je en effet une intention de ce genre. Mais à tout prendre, comme l'heure de mon déjeuner approchait, je jugeais préférable pour cette fois de mettre mon chapeau et de rentrer chez moi, plongé dans une perplexité et dans un désarroi profond. L'avouerai-je, la conclusion de toute cette affaire se trouva être la suivante. Ce fut bientôt chose avérée qu'un jeune et pâle scribe du nom de Bartleby avait dans mon étude un pupitre, qu'il faisait de la copie à mon compte au tarif habituel de 4 sous le folio, 100 mots, mais qu'il était définitivement exempté de collationner son propre travail, ce soin étant dévolu à Dindon et à Lagrinche, sans doute en manière de compliment pour leur acuité supérieure. Qu'en outre, le dit Bartleby ne devait jamais, sous aucun prétexte, être envoyé en course, quelque insignifiante que celle-ci pût être. Que si pourtant on le suppliait de bien vouloir en faire une, il était généralement entendu qu'il préférerait pas. En d'autres termes, qu'il refuserait de but en blanc. À mesure que les jours passèrent, je me réconciliai dans une très grande mesure avec la personne de Bartleby. Son application, son éloignement de toute dissipation, son activité incessante, sauf lorsqu'il lui plaisait de se mettre à rêver debout derrière le paravent, sa grande tranquillité, son comportement inaltérable en toutes circonstances faisaient de lui une précieuse acquisition. Mais le grand point était qu'il était toujours là,
Le premier le matin, continuellement présent tout le long du jour, et le dernier le soir. J'avais une confiance singulière en son honnêteté. Je sentais que mes papiers les plus précieux étaient parfaitement en sûreté entre ses mains. Assurément, il m'arrivait parfois, je n'aurais pu m'en empêcher quand il y fut allé du salut de mon âme, de piquer une colère soudaine, spasmodique à son encontre. Car il était extrêmement difficile de garder constamment présents à l'esprit les particularités et les privilèges étranges, les exemptions inusitées qui formaient les conventions tacites selon lesquelles Bartleby restait à mon étude. De temps en temps, dans ma hâte d'expédier des affaires pressantes, j'enjoignais par inadvertance à Bartleby, d'un ton bref et rapide, de mettre le doigt, disons, sur la ficelle d'un cachet de cire rouge dont je voulais sceller quelques papiers. La réponse habituelle, je préfère pas, s'élevait alors à coup sûr derrière le paravent. Et comment une créature humaine, affligée des communes infirmités de notre nature, eût-elle pu s'empêcher de se récrier devant une telle perversité, une telle déraison? Cependant, chaque nouveau refus que j'essuyais avait pour seul effet de réduire mes chances de refaire le même faux pas. Je dois mentionner ici que, selon l'usage de la plupart des hommes de loi qui ont des bureaux dans des immeubles de population dense, plusieurs clés étaient affectées à ma porte. L'une d'elles se trouvait dans les mains d'une femme qui habitait sous les toits et qui était chargée de frotter chaque semaine, ainsi que de balayer et d'épousseter chaque jour mes locaux. Dindon en avait une seconde pour des raisons de commodité. Je portais parfois la troisième dans ma poche. Quant à la quatrième, j'en ignorais le détenteur. Or, certain dimanche matin, je me rendis à l'église de la Trinité pour entendre un célèbre prédicateur. Et, me trouvant en avance sur les lieux, je décidai d'aller faire un tour au bureau. J'avais heureusement ma clé sur moi, mais lorsque je l'appliquai à la serrure, je constatai qu'elle rencontrait une résistance intérieure. Fort surpris, j'appelai. À ma consternation, quelqu'un tourna alors une clé du dedans. Après quoi, projetant son maigre visage à travers la porte qu'il tenait entrebâillée, Bartleby apparut en bras de chemise et par ailleurs dans un déshabillé étrangement loqueteux. Il me déclara tranquillement qu'il regrettait, mais qu'il était fort occupé pour l'instant et qu'il préférerait ne pas me recevoir au moment même. Puis il ajouta un mot ou deux, pour expliquer brièvement que je ferais peut-être mieux de tourner 2 ou 3 fois autour du pâté de maison, et que d'ici là il aurait sans doute terminé ses affaires. L'apparition parfaitement inattendue de Bartleby, entend de la sorte mon étude un dimanche matin, avec sa nonchalance cadavérique et distinguée, mais aussi avec son air de fermeté et de sang-froid. Cette apparition, dis-je, eut sur moi un effet si singulier que je m'éloignai incontinent de ma propre porte et fis comme il le désirait. Non point d'ailleurs sans quelque sursaut d'impuissante révolte contre la suave effronterie de cet inexplicable scribe. En vérité, c'était surtout son extraordinaire suavité qui me désarmait, ou pour mieux dire, m'émasculait. Car je considère comme temporairement privé de sa virilité un homme qui laisse tranquillement son employé à gage lui dicter ses volontés et le chasser de ses propres appartements. En outre, j'étais fort inquiet de ce que Bartleby pouvait bien faire dans mon étude en bras de chemise, et d'une manière générale, dans un appareil aussi débraillé, un dimanche matin. Se passait-il quelque chose d'incorrect? Non, cela était hors de question. On ne pouvait soupçonner Bartleby d'être un personnage immoral. Mais que diantre faisait-il là? De la copie? Pas davantage. Quelles que pussent être ses excentricités, Bartleby était une personne éminemment protocolaire. Il eût été le dernier à s'asseoir à son pupitre dans une condition voisine de la nudité. Au surplus, c'était dimanche, et il y avait quelque chose en Bartleby qui interdisait de supposer qu'il pût violer par une occupation profane les interdits de la journée. Néanmoins, mes esprits n'étaient point apaisés. C'est plein d'une inquiète curiosité que je regagnai enfin ma porte. J'introduisis la clé sans rencontrer de résistance, ouvris et entrai. Point de Bartleby. Je regardai vivement autour de moi, jetai un coup d'œil derrière le paravent, mais il était clair que mon homme avait disparu. Un examen plus minutieux des lieux me donna à penser que, depuis un temps indéterminé, Bartleby devait manger, s'habiller et dormir dans mon étude, et cela sans assiette, miroir ni lit. Le siège capitonné du vieux sofa bancal qui meublait un coin portait la vague empreinte d'une maigre forme couchée.
Je trouvai une couverture roulée sous son pupitre. Sous la grille vide de l'âtre, une boîte de cirage et une brosse. Sur une chaise, une cuvette de fer blanc, du savon et une serviette en loques. Dans un journal, quelques miettes de biscuits au gingembre et un morceau de fromage. Oui, pensai-je, il est manifeste que Bartleby a fait de ce lieu son logis, qu'il y tient tout seul ses quartiers de célibataires. Et aussitôt m'envahit la pensée de l'absence de tout ami, de la solitude, ô combien misérable qui se trahissait là. Sa pauvreté était grande, mais son abandon combien horrible. Qu'on y songe. Le dimanche, Wall Street est aussi désert que Petra, et chaque soir de chaque jour, c'est le vide. Cette maison, elle aussi, qui bourdonne en semaine d'une vie industrieuse, n'éveille en écho à la tombée de la nuit que le désert, et tout le long du dimanche demeure abandonnée. Or, c'était là que Bartleby habitait. Unique spectateur d'une solitude qu'il avait vue toute peuplée, espèce de Marius innocent et changé, rêvant sur les ruines de Carthage. Pour la première fois de ma vie, une insurmontable et lancinante mélancolie s'empara de moi. Je n'avais connu jusqu'alors qu'une tristesse non dépourvue de charme. Mais le lien d'une humanité commune m'entraîna alors de manière irrésistible dans le spleen. Mélancolie fraternelle. Car Bartleby et moi étions tous deux fils d'Adam. Je me souviens des soies chatoyantes et des visages étincelants que j'avais vus ce jour-là, en tenue de gala, flotter comme des cygnes sur le Mississippi de Broadway. Et je les comparais aux blafards copistes, pensant à part moi « Ah, le bonheur courtise la lumière, aussi croyons-nous que le monde est joyeux. Mais le malheur, lui, se cache, et nous croyons qu'il n'existe pas. » Ces tristes rêveries, chimères sans doute, d'un cerveau troublé et divagant, amenèrent d'autres pensées, plus particulières, touchant les excentricités de Bartleby. Le pressentiment que j'allais faire d'étranges découvertes m'envahit. La forme pâle du scribe m'apparut couchée, parmi des étrangers indifférents, dans un linceul glacial. Soudain, je fus attiré par le pupitre fermé de Bartleby, dont la clé était restée en évidence dans la serrure. Je n'ai point de mauvais dessein, je ne cherche pas à satisfaire une froide curiosité, pensai-je. En outre, le pupitre m'appartient et son contenu également. Je prendrai donc sur moi de regarder à l'intérieur. Tout apparut méthodiquement rangé, les papiers disposés avec soin. Les casiers étaient vastes, et déplaçant les piles de documents, je tâtonnais dans leur profondeur. Je sentis quelque chose, et le tirai au dehors. C'était un vieux madras au coin noué, assez pesant. Je l'ouvris et me trouvai en présence d'une caisse d'épargne. J'évoquai alors tous les mystères tranquilles que j'avais observés chez cet homme. Je me souvins qu'il ne parlait jamais, sinon pour répondre. Que bien qu'il eût parfois beaucoup de temps à lui, je ne l'avais jamais vu lire, non pas même un journal. Que durant de longues périodes, il restait debout derrière le paravent à contempler à travers sa pâle fenêtre le mur de briques aveugles, que j'en étais tout à fait sûr, il ne fréquentait jamais ni restaurant ni table d'hôte, que, son visage livide le révélait clairement, il ne buvait jamais de bière comme Dindon, ni même de thé ou de café comme les autres hommes. Qu'à ma connaissance, il n'allait jamais nulle part en particulier, qu'il ne sortait jamais pour se promener, à moins que ce ne fût présentement le cas, qu'il avait refusé de me dire qui il était, d'où il venait, et s'il avait aucun parent en ce monde, que malgré sa pâleur et sa maigreur extrême, il ne se plaignait jamais d'être malade. Par-dessus tout, je me rappelais cette expression inconsciente de blafarde, comment dirais-je, mettons de blafard d'auteur, ou plutôt d'austère réserve qu'il prenait parfois, expression qui m'avait positivement intimidé au point que j'en étais venu à me plier docilement à ses excentricités, à ne plus oser lui demander la moindre vétille, alors même que son immobilité prolongée me donnait à croire qu'il était là, debout derrière le paravent, perdu dans l'une de ses rêveries face au mur aveugle. Comme je retournais dans mon esprit toutes ces choses en les rapprochant de la découverte récente que Bartleby faisait de mon étude sa résidence et son chez-lui constant, sans oublier ses caprices morbides, comme je retournais toutes ces choses, un sentiment de craintive prudence m'envahit. Mes émotions premières avaient été de pure mélancolie et de la plus sincère pitié. Mais à mesure que la détresse de Bartleby prenait dans mon imagination des proportions de plus en plus grandes, cette même mélancolie se muait en frayeur, cette pitié en répulsion.
tant il est vrai et terrible à la fois que, jusqu'à un certain point, l'idée ou la vue du malheur mobilise nos meilleurs sentiments, mais que, dans certains cas particuliers, au-delà de ce point, elle ne les commande plus. Il serait erroné de croire que ce phénomène soit dû invariablement à l'égoïsme inhérent au cœur humain. Il procède plutôt d'une certaine désespérance de pouvoir remédier à un mal excessif et organique. Lorsqu'on voit, pardon, pour un être sensible, la pitié souvent est souffrance. Lorsqu'on voit finalement que d'une telle pitié ne saurait sortir un secours efficace, le sens commun ordonne à l'âme de s'en débarrasser. Ce que j'avais vu ce matin-là me persuada que le scribe était victime d'un désordre inné, incurable. Je pouvais faire l'aumône à son corps, mais son corps ne le faisait point souffrir. C'était son âme qui souffrait, et son âme, je ne pouvais l'atteindre. Je n'accomplis pas le dessein que j'avais formé de me rendre à l'église de la Trinité ce matin-là. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour la lecture du jour. Nous passons à l'outro du live, les amis. Tiens, j'ai l'impression que la deuxième partie de lecture a duré moins longtemps. Alors après, il y avait des dialogues. Et je me suis rendu compte aussi que je lisais un peu plus vite, que j'avais un peu accéléré le débit sur la deuxième partie de lecture. Je sais pas ce qui était le mieux. J'ai l'impression, sur la première partie de lecture, c'est assez rare pour que je le souligne, j'ai l'impression d'avoir plutôt, d'être plutôt content de ma lecture, d'avoir plutôt lu, d'avoir fait plutôt une lecture de qualité, je dirais. Sur la seconde partie, j'ai l'impression d'avoir accéléré un chouïa le débit et d'avoir peut-être un peu perdu la voix que j'avais fait au narrateur, le ton que j'avais fait au narrateur sur la première partie. Bref, j'espère que ces quelques petits changements, ces quelques petites modifications, altérations n'étaient pas trop perceptibles, que ça rend pas la lecture bizarre, et surtout que c'est toujours facile de comprendre la lecture, de suivre qui est en train de parler et qui est en train de dire quoi. Vous le savez, sur les lives, j'ai un mot d'ordre, entre guillemets, qui est que le plus important, c'est que ce soit compréhensible, et dans un second temps, c'est que ce soit agréable. Je mets vraiment le côté compréhensible en premier lieu. Mais bon, j'essaie de faire au mieux pour que ce soit les deux, si possible. En tout cas, personnellement, je suis toujours à fond, et je suis un peu plus intrigué cette fois, parce que je me demande vraiment où est-ce que ça va aller. Parce que moi, de ce que je connaissais de l'œuvre, j'avais presque l'impression que ça allait uniquement se résumer au personnage de Bartleby qui dirait « je préférerais pas » à tout bout de champ. Et donc je pensais que c'était vraiment ça toute l'œuvre, entre guillemets, et sur 100 pages, je pense que ça aurait été possible de faire une œuvre vraiment basée uniquement là-dessus. C'est relativement court, d'ailleurs sur 70 pages, donc encore moins. Et voilà, moi je pensais que vraiment ça allait être un personnage qui serait uniquement quelque part, comment dire, décrit comme disant je préférais pas, je préférais pas. Là, le personnage a l'air d'avoir, comment dire, de s'étoffer un petit peu, d'avoir une histoire, et en même temps, c'est ça qui est grave intéressant, c'est que ce ne sont que des suppositions. Et du coup, on comprend mieux ce que dit le narrateur au tout début de l'œuvre, quand il dit qu'il aurait bien aimé avoir toute la vie de Bartleby et pouvoir la raconter. Et bien là, on voit bien qu'il n'y a que des miettes, en fait. Parce que ce qui est factuel, ce qu'il sait factuellement de Bartleby, c'est uniquement ce qu'il voit et ce qu'il lui répond. Donc les « je préférerais pas »,« je préfère pas », etc. D'ailleurs, c'était marrant cette petite variation, parce que du coup, t'as l'impression qu'elle est pleine de sens. Quand Bartleby dit « je préférerais pas », que le narrateur lui répond « vous ne voulez pas ?» et que Bartleby répond « je préfère pas ». Rien que ce petit passage-là, ça ouvre un champ d'interrogation, un champ de possible où on se dit « mais attends,
est-ce que du coup, il fait vraiment une différence entre ne pas vouloir et préférer? Qu'est-ce qu'il sous-entend par ce petit changement? Pourquoi il a commencé en disant je préférerais et là, quand il se reprend, il dit je préfère pas? Pourquoi il change le temps de son verbe? Bref. Donc, rien qu'un tout petit détail comme ça devient capital puisque Bartleby ne donne aucune information. Bartleby, il est, c'est une tombe quoi. C'est une tombe. Il est insondable. Et du coup, c'est ça qui est drôle, c'est que en tant que lecteur, on se retrouve dans la même position que le narrateur. De comment dire, j'allais dire consternation, mais c'est pas tellement ça, mais euh, j'ai pas d'autre mot que d'incompréhension. J'ai l'impression de dire le mot incompréhension très très souvent dans mes lives, c'est marrant. Bref, mais ouais, on a ce sentiment d'incompréhension, quoi. Ce sentiment de bon, bah, qu'est-ce qui se passe du coup? Et quelque part de fascination. En fait, c'est ça. Ça nourrit une certaine fascination, je trouve, envers le personnage. Euh, et je trouve ça super intéressant qu'on se dise, bah là, on a que des miettes. Et en plus, une partie des miettes qu'on a ne sont que les hypothétiques suppositions du narrateur. C'est le narrateur qui s'imagine presque, qui comble les trous en imaginant une vie fantasmée à Bartleby, mais dont on n'a aucune certitude. Donc en gros, là, le narrateur, il nous dit Bartleby, il habite tout seul, j'ai presque de la pitié pour lui, etc. J'ai de la mélancolie à imaginer ce personnage, vivre seul, n'avoir aucun ami, ne jamais sortir, ne presque rien manger, euh, vivre dans mon cabinet parce qu'il n'a pas de chez lui, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais en fait, tout ça, ce n'est que des suppositions et on n'a aucune certitude. Donc c'est ultra intéressant. Et j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi la toute fin, j'allais dire du chapitre, mais la toute fin du passage que je vous ai lu aujourd'hui. Le petit passage sur le fait que sa pitié et son empathie, en quelque sorte, se transforment en frayeur et en rejet. Je trouve que c'est ultra bien expliqué et ultra bien vu de la part de l'auteur, pour le coup, ce truc-là. Ce truc de, avec certaines horreurs, comme il le décrit, on peut entrer en empathie. Et en fait, quand ça dépasse un certain point où on a l'impression qu'il n'y a absolument aucune prise qui pourrait faire changer cette souffrance, et bien du coup, comme il le dit, pour un être sensible, la pitié souvent est souffrance. Donc en fait, ça en vient à contaminer en quelque sorte. Ça en vient à nous faire souffrir parce qu'on ne comprend pas. Je pense qu'il y a un peu ce truc-là. Il y a une souffrance de ne pas comprendre pourquoi l'autre souffre. Il y a un peu un truc comme ça. Presque une souffrance de je suis en empathie, euh, mais du coup, comme la personne avec qui j'empathise pense qu'il y a zéro solution, bah à force je pense aussi qu'il y a zéro solution et du coup ça devient une souffrance pour moi aussi. Enfin un truc comme ça quoi. Bref, en tout cas je trouve qu'il y a quelque chose de très bien pensé, très bien décrit par Herman Melville dans ce passage sur un peu la transmission d'une souffrance psychologique, on va dire, qui peut avoir lieu, que peuvent connaître. Alors bon là c'est moi qui élargit l'idée, mais je trouve par exemple que ça peut être une souffrance que ressentent certaines personnes face à un proche qui serait en dépression ou ce genre de choses, quoi. Un truc de avoir l'impression qu'être comment dire, d'être si proche, enfin comment dire, d'être face à face entre guillemets à une souffrance sur laquelle on n'a aucune prise. Bah en fait, ça nous désespère aussi en quelque sorte. Ça me fait penser à ça dans ce qu'il disait. Alors attendez.
Il serait rien, il procède plutôt d'une certaine désespérance. Voilà. Il procède plutôt d'une certaine désespérance de pouvoir remédier à un mal excessif et organique. Pour un être sensible, la pitié souvent est souffrance. Lorsqu'on voit finalement que d'une telle pitié ne saurait sortir un secours efficace, le sens commun ordonne à l'âme de s'en débarrasser. Ce que j'avais vu ce matin-là me persuada que le scribe était victime d'un désordre inné, incurable. Alors bon, euh, bien entendu, je suis pas du tout en train de donner des conseils sur la dépression et sur le fait médical et sur comment faire ou ne pas faire quand on est en dépression ou proche de personnes en dépression, etc. Pour ça, je vous laisse vous renseigner et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est le sentiment, pas forcément la réalité, attention, parce que dire que, par exemple, si on disait que la dépression était un désordre inné et incurable, là c'est vraiment désespérant pour le coup. Donc je dis pas que c'est la réalité, mais je dis que c'est une bonne, comment dire, une bonne manière de décrire ce qu'on peut ressentir dans ces situations-là, je trouve, par exemple. Face à un mal comme ça peut être, là je parle de la dépression parce que c'est ce qui m'est venu en tête, mais ça pourrait être d'autres choses d'ailleurs. Face à un mal de certains, face à certaines souffrances, voilà, c'est ça plutôt. Face à certaines souffrances, avoir ce sentiment, cette impression que, bah là, je peux rien faire, quoi, parce que euh, presque ça va devenir ma souffrance. euh, et faut pas que je me laisse, on va dire, contaminer entre guillemets. C'est un peu le truc de, ça me fait un peu penser au syndrome du sauveur dont on parle pas mal aussi. Enfin bref. Mais voilà, c'est ce truc de bah, tu peux pas sauver le monde et du coup, ça peut être en fait très dangereux pour toi-même de vouloir sauver les gens, pour plein de raisons d'ailleurs, mais bref. Ça peut notamment être dangereux pour ta propre psychologie quelque part. En 2011, il y a eu un mouvement à Wall Street qui dénonçait les abus du capitalisme. Un de leurs slogans était I would prefer not to. Trop drôle. Bah, de toute façon, c'est clairement pour ça qu'il est. Alors, Algo, pour le coup, je te le dis avec 100% de certitude sans avoir vérifié mes sources. C'est pour ça qu'ils ont pris ce slogan, c'est à cause de Bartleby. D'ailleurs, il me semble aussi avoir vu sur la page Wikipédia de Bartleby que ils avaient créé dans un journal d'économie, si je dis pas de conneries, c'était ça. Ils avaient créé dans un journal d'économie une comment on appelle ça? Un article quoi, une chronique. Ouais, ça devait être ça, une chronique, un article récurrent quoi, de soi-disant Bartleby sur le monde de l'économie. Donc très intéressant. C'est vrai que c'est quand même fou. J'avais pas. Enfin, j'ai du mal, je trouve, à remettre ça dans mon esprit. Que là, l'histoire dont on est en train de parler, c'est Wall Street. Hein. On est en train de parler de Wall Street. On se trouve à Wall Street là. Je trouve que c'est très perturbant d'avoir une œuvre qui se passe à Wall Street et vraiment dans le monde de l'économie et tout ça. C'est pas un cadre qu'on voit tous les jours dans ce genre d'œuvre. Encore moins une œuvre aussi ancienne, puisque je rappelle que c'est du 19e siècle. Donc ouais, c'est assez original ça. Allez, sur ce, les amis, on va s'arrêter pour aujourd'hui. On a lu la moitié de l'œuvre. On lira la deuxième moitié lors du prochain live. Ça sera très certainement jeudi 4 septembre. Je pense que, très honnêtement, maintenant que j'ai un peu de recul sur comment j'organise mes semaines, ma routine et tout, je pense que très honnêtement, je vais avoir du mal. En tout cas, ce sera pas fréquent que je fasse plus d'un live par semaine. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le sens à l'instant T, et c'est comme ça que je le sens pour, je vais dire, les quelques temps à venir. Je pense que je vais vraiment rester sur un rythme et un créneau d'un live par semaine, certainement le jeudi. C'est pas exclu que j'en fasse plus. Encore une fois, je vais vraiment suivre mes envies et mes,
possibilité aussi. Mais ouais, j'ai l'impression que ça se dessine comme ça et que c'est plus facile pour moi. Donc voilà. Comme ça, vous êtes à peu près prévenus, sachant que de toute façon, peu importe si je fais plus ou moins de live, je vous tiendrai au courant sur Facebook, Discord et Twitter comme d'habitude. Et n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo selon votre appréciation de la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et tutti quanti. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. À tout vite pour la suite de la lecture et la fin. Et bye bye. Des bisous.